lutte contre les violences basées sur le genre, le gouvernement burkinabé et ses partenaires passent à une vitesse supérieure. 80 0012 87, c'est la bonne adresse pour dénoncer ces types de violences. Un numéro gratuit et anonyme pour mieux délier les langues. Images et commentaires du lancement du numéro vert en début d'édition. Dans ce journal, l'engagement de l'ONG Helvetas dans la région du Centre-Est, engagement pour le désenclavement des bassins de production, mais aussi pour l'emploi des jeunes et le renforcement de la cohésion sociale. 1,6 milliard de francs CFA seront investis pour l'atteinte des objectifs suscités. Combat contre la pandémie du Covid-19, l'OMS se veut réaliste et prudente quant à la victoire. La fin de la pandémie n'est pas pour 2021, prévient l'Organisation mondiale de la santé, même si les vaccinations en cours dans de nombreux pays suscitent beaucoup d'espoir. Voilà pour la une de ce 13h. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. C'est parti depuis ce matin pour la commémoration officielle de la Journée internationale de la femme au Burkina. Et le top de départ a été donné ce matin par le lancement d'un numéro vert de dénonciation des violences basées sur le genre. Le 80 0012 96 est ce numéro anonyme et gratuit. Le lancement a eu lieu en présence de Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré. Mariage forcé, viol, violence conjugale, harcèlement, excision, maltraitance. Des milliers de personnes, en majorité des femmes et des jeunes filles, en sont victimes au Burkina Faso chaque année. Des violences vécues dans le silence, souvent dans l'intimité familiale. Et ces violences basées sur le genre ont été exacerbées par l'insécurité avec les déplacements massifs de population et le Covid-19. Pour le gouvernement burkinabé et ses partenaires, ces violences ne sont ni légitimes ni tolérables. Il faut donc briser le silence, dénoncer les cas de violence, sauver des vies en appelant au 80 0012 87. Les appels sont anonymes et gratuits. Il est opérationnel et basé dans un centre où travaille une équipe multidisciplinaire composée de juristes, psychologues, éléments de police judiciaire et de travailleurs sociaux. Aussi, cette équipe assurera-t-elle la continuité des services 24 sur 24 afin qu'aucune victime en détresse en raison des VBG ne soit laissée sans assistance. La mise en place de ces numéros verts répond à un objectif, renforcer les mécanismes existants afin de réduire le phénomène des violences basées sur le genre et améliorer les conditions de la femme burkinabé. C'est un pas positif que nous venons de poser dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Et ce pas positif, il faut que l'on l'exploite pour renforcer le processus de développement de notre pays et faire en sorte que les discours que les politiques tiennent concernant cette question de la promotion de la femme, de la promotion du genre, de la lutte contre les violences basées sur le genre, que ces discours deviennent et prennent une forme réelle dans la mesure où aujourd'hui toute la population burkinabé va s'associer à la mise en œuvre des choix opérés par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique publique. La stratégie nationale genre 2020-2024 prévoit un mécanisme d'assistance psychosociale, sanitaire et judiciaire aux victimes. Cette cérémonie de lancement du numéro vert de dénonciation des violences basées sur le genre marque le lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de la femme au Burkina Faso. Nous vous l'annoncions hier dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme. La télévision du Burkina vous propose une série de reportages sur les femmes. Donc, aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Safiatou Kabouré. Safiatou est une jeune avicultrice, comme vous allez le voir, qui tire bien son épingle du jeu, malgré quelques difficultés. Césaire Carrefour et Amandine Lalsaga, de retour de Goloré, un village situé à une dizaine de kilomètres de Kologo. Dès le lever du jour, c'est son réflexe. Prendre soin de ses poussins. Dans son poulailler, Safiatou Kabouré en dispose 1040. Des poulets aussi. Aujourd'hui particulièrement, tout est en place à y voir de près. Il arrive souvent que mes poulets meurent malgré mes efforts.
Je n'arrive pas à maîtriser ma couveuse parce que je n'ai pas eu de formation. Et je ne peux pas non plus me payer régulièrement les services d'un vétérinaire. Pendant la saison de pluie, c'est encore grave parce que le mur est en banco et il arrive souvent que ça tombe et tue les poulets également. Une aventure dans l'aviculture qui commence en 2018 pour la jeune femme qui raconte ses débuts avec passion. Après mon mariage, mon mari n'a pas voulu que je fasse le commerce. Et à la maison, il avait 4 poules et un coq. Et je m'en occupais tous les jours. Aujourd'hui, 3 ans après, voilà que j'ai plus d'1 millier de poulets. Et j'en suis fière. Actuellement, sa basse-cour est bien fournie et l'activité lui rapporte, nous dit le couple, en dépit des difficultés. J'aime bien l'aviculture et j'encourage toutes les femmes à pratiquer cette activité. Ça rapporte vraiment. Tous les 3 mois, je vends mes poulets et je peux me retrouver avec au moins 300 000 francs. Vraiment, elle me soutient dans les charges de la maison. Son activité nous permet également de payer la scolarité et d'améliorer l'alimentation de nos enfants. On utilise aussi le fumier pour l'agriculture. Plus qu'une activité rentable, l'aviculture est devenue une passion pour Safiatou qui envisage agrandir sa ferme située à une dizaine de kilomètres de Kokologo. Au moment où nous célébrons la femme, le Burkina Faso pleure une élue nationale. Claudine Ouedraogo, députée de la province du Ganzourgou, est décédée hier à Ouagadougou de suite d'une courte maladie. Avant son inhumation prévue cet après-midi, la représentation nationale lui a rendu hommage à ce matin. Et ce sont des moments d'émotion que nous rapportent Alidou Badini et Sekou Zongo. Tour à tour, députés, familles, personnel de l'Assemblée nationale, camarades, amis et connaissances s'inclinent sur la dépouille de Claudine Ouedraogo, décédée ce lundi 1er mars à Ouagadougou. C'est le dernier hommage de toute la nation rendu par la représentation nationale. Émotion et consternation, l'heure n'est pas au discours, mais les différents groupes parlementaires à l'Assemblée nationale tiennent des mots pour rappeler les actions et l'engagement politique de celle-là qui était jusqu'à présent députée du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP pour le compte de la province du Ganzourgou. Hélas encore, aucune de nos lois, aucune résolution de l'Assemblée nationale n'y peut rien. Aujourd'hui, nous avons du mal à retenir nos larmes parce qu'une personne de grande qualité, une femme leader, s'en est allée définitivement sans pouvoir exercer son rôle de députée à seulement quelques jours de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021. Claudine, nous te disons merci pour ton combat. Merci pour tous tes efforts. Tu laisses derrière toi une famille inconsolable, mais sache que tes collègues parlementaires que nous sommes poursuivront ton combat. Adieu, honorable Claudine Ouedraogo. Repose en paix et que la terre libre du Burkina te soit légère. Après l'hommage de la représentation nationale, la dépouille de Claudine Ouedraogo prend la direction de son Ganzourgou natal, où l'absoute à l'église catholique est prévue pour 14 heures, suivi de son inhumation au cimetière catholique de Zorgou. Née le 3 octobre 1971 à Zorgou, Claudine Ouedraogo laisse derrière elle 2 enfants et une famille biologique et politique inconsolable. Sincères condoléances donc à la famille de l'illustre disparu. Tout autre chose à présent et nous nous intéressons au portefeuille de la Banque mondiale au Burkina. Un portefeuille qui est passé du simple au double en 3 années. Information issue de la revue conjointe des projets et programmes de l'institution financière. Précision avec Suleiman Sanou et Olupoda.
Le portefeuille actif de la Banque mondiale au Burkina Faso affiche au compteur une trentaine de projets et programmes de développement. Un portefeuille qui a pratiquement doublé en 3 ans dans un contexte sécuritaire et sanitaire difficile. Des crises qui n'ont entamé en rien la parfaite collaboration entre l'institution de Bretton Woods et le Burkina Faso. Un partenariat qui a permis d'engranger des résultats fort appréciables. Depuis décembre 2020, le Burkina est éligible aux ressources additionnelles de prévention des conflits et de résilience destinées à accélérer la mise en œuvre des solutions de développement au bénéfice des zones et des populations les plus vulnérables, avec une augmentation de 70% de l'enveloppe allouée habituellement au pays. Au niveau des décaissements, si la tendance constatée sur le premier semestre se poursuit, nous atteindrons le ratio de décaissement de 20% qui est la cible pour la région Afrique à fin juin. Mais nous avons un objectif plus ambitieux d'arriver au moins à 25% pour être parmi les pays les plus performants d'Afrique. Malgré ces efforts accrus, les vulnérabilités demeurent dans certaines régions. Un constat qui appelle à réfléchir ensemble au cours de cette revue conjointe, Banque mondiale et État burkinabé, sur des mécanismes novateurs de mise en œuvre des projets et programmes adaptés au contexte actuel. Cette revue nous permettra d'examiner les flexibilités offertes par la Banque mondiale et la partie nationale dans un contexte d'urgence en matière de passation des marchés, d'examiner l'utilisation des systèmes nationaux dans la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale, d'examiner les innovations en matière de suivi et évaluation des projets et programmes pour plus de redevabilité dans un contexte d'insécurité et enfin d'examiner les mécanismes de communication sur les résultats atteints. Les instruments et outils qui seront identifiés par les deux parties devraient favoriser l'amélioration des performances des projets et programmes financés par la Banque mondiale au Burkina Faso. L'ONG Helvetas, elle s'engage à réaliser 60 km de pistes pour faciliter l'accès au bassin de production dans la région du Centre-Est. Plus d'1,6 milliard de francs CFA seront investis pour la réalisation de ces pistes. Méthode retenue, l'IMO, la haute intensité de main-d'œuvre pour participer à la lutte contre le chômage des jeunes et contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Le lancement du projet a eu lieu la semaine dernière. Aimé Douamba et Tanga Kafandou. Par la méthode IMO, la haute intensité à main-d'œuvre, 60 km de pistes rurales seront réalisées dans le cadre du projet de désenclavement des bassins de production PRODEB dans le Centre-Est. Un projet de l'ONG Helvetas pour booster l'économie rurale et l'entrepreneuriat des jeunes dans la région. Alors, le projet a plusieurs objectifs. C'est tout d'abord de désenclaver des zones de production avec la méthode haute intensité de main-d'œuvre. C'est de créer des emplois décents pour des jeunes et des femmes, de renforcer l'entrepreneuriat de la région, mais aussi de renforcer la cohésion sociale et la paix locale. Il faut dire que je suis surpris même de voir cela, puisque à plusieurs reprises, on en a fait la demande. On en a demandé à plusieurs reprises de nous aider à ce qu'on puisse avoir des voix à travers nos champs. Mais le fait de venir assister à cet atelier et voir que il y a des dispositions qui sont prises pour faire cela. En tout cas, il faut dire que c'est la bienvenue. J'espère tant que cela vraiment une réalité et que nous puissions vraiment avoir accès à des voies qui pourraient nous aider à faire passer nos produits et aussi facilement aussi avoir accès à nos champs. Le projet lancé officiellement à cette cérémonie a débuté en juillet 2020 et s'étendra jusqu'en juin 2023. Il coûtera plus de 1,6 milliard à l'Agence belge pour le développement, ENABEL. Et on a choisi la méthode IMO parce que la méthode IMO elle permettra d'abord à la population locale d'en profiter parce qu'on va faire du cash for work et il y aura aussi une question de durabilité qui est prise en compte parce que les populations locales seront formées et c'est eux qui vont pouvoir assurer par la suite l'entretien des pistes. Pour les autorités et les producteurs de la région, c'est une grosse épine de moins, à ce sens que le projet facilitera l'écoulement des productions et le développement de l'expertise locale à partir de la méthode IMO.
Retour à Ouagadougou où le cadre sectoriel de dialogue sport et loisirs évalue le niveau de mise en œuvre de ces activités pour le compte de l'année 2020. 62%, c'est le taux de réalisation, un taux jugé satisfaisant au regard du contexte national fait de crise sécuritaire et sanitaire. C'est Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. C'est un exercice annuel qui réunit ici les acteurs du cadre sectoriel de dialogue, culture, sport et loisirs. Il s'agit là pour ces acteurs issus de 6 ministères de se pencher sur le bilan physique et financier des activités réalisées en 2020. Et de cette rencontre, il ressort un taux de réalisation satisfaisant malgré le contexte sanitaire et sécuritaire difficile. En ce qui concerne notre CSD, nous avons eu un taux de réalisation de 62,60. Ce qui signifie quand même qu'avec tout ce que notre secteur, notre CSD a connu comme difficulté sur le plan donc sanitaire, mais également au niveau de la sécurité, nous avons quand même dépassé les 50% et cela donc est à féliciter. Il s'agit entre autres du financement d'une 60aine de projets culturels par le Fonds de développement culturel et touristique et de l'intégration de modules d'enseignement en art et culture au niveau du ministère en charge de l'éducation nationale avec 300 classes pilotes. À cette rencontre, il s'agira également pour les acteurs du cadre d'examiner, de réorienter les activités en tenant compte de la situation sécuritaire et sanitaire, mais aussi de valider le programme d'activité de l'année en cours. Une rencontre qui connaît la participation des partenaires techniques et financiers, des acteurs privés ainsi que des leaders de la société civile. Cap sur Dori pour les échos de la 16e édition des Journées du maraîcher, des journées qui devraient naturellement permettre aux producteurs d'écouler leur production, mais pas seulement. Elles devront également contribuer au renforcement de la cohésion sociale, d'où le thème « Reconstruire le vivre ensemble au Sahel, le rôle des comités locaux ». Ibrahim Kagone et Pini Dzignano. Des stands de pommes de terre, de la laitue, des choux, ou encore des oignons et des carottes cultivées au Sahel, en exposition vente ici à Dori. Nous sommes à la 16e édition des Journées des maraîchers du Sahel, une initiative de l'IFC Dori qui permet à ces maraîchers d'écouler leur production. En dépit des contraintes naturelles qui se présentent, les producteurs au Sahel sont toujours engagés, ils sont motivés, ils font du bon travail. Mais malheureusement, les conditions, le contexte sécuritaire inhibe cette volonté, cet engagement, et il est utile de manifester notre soutien à l'endroit des producteurs avec ce thème qui est de magnifier leur contribution dans la construction de vivre ensemble dans notre région, qui est la région du Sahel. L'insécurité ou parfois le manque d'eau empêche ces maraîchers de mieux produire. Mais le ministère en charge de l'agriculture les rassure. Nous allons regarder ensemble qu'est-ce que nous allons faire et quelle stratégie nous allons mettre pour accompagner ces braves producteurs qui produisent presque toutes les filières qui se retrouvent dans tout le pays, se retrouvent au Sahel. Et plus même, nous avons vu la pomme de terre de qualité qui ne retrouvent pas dans d'autres régions dont nous disons que ces régions produisent de la pomme de terre. Nous avons vu des oignons, nous avons vu des aubergines locales, nous avons vu tout. Donc ça veut dire que le Sahel, c'est une région que nous pouvons dire que la région la plus riche du pays. Donc il faut vraiment avoir le courage et accompagner, et nous allons les accompagner. Les journées du marché du Sahel, c'est aussi l'occasion pour l'UFC Dori de primer les meilleurs groupements maraîchers afin de les inciter à se hisser vers une performance maximale. En marge donc de ces journées, l'Union fraternelle des croyants de Dori a fait le bilan de ses activités. C'était au cours de sa 23e assemblée générale, suivie pour nous par Suleiman Kwanda et Pini Dzignano. L'Union fraternelle des croyants de Dori, IFC Dori, fait ici le bilan des activités de 2020. Un bilan à la hauteur des attentes selon les acteurs malgré le contexte sécuritaire et la maladie à Covid-19. Les activités en matière de vivre ensemble, on a tenu des ateliers, il y a eu des débats, il y a eu des rencontres avec les leaders religieux, il y a eu des formations des leaders religieux, il y a eu des boulis qui sont construits en matière de développement humanitaire. On a trouvé des espaces à Dori pour les déplacés internes pour qu'ils puissent poursuivre leur production maraîchère. Pour le répondant juridique de l'Union, l'engagement de l'UFC Dori en faveur de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble est salutaire. Nous souhaitons vraiment qu'ils aillent toujours dans ce sens en sensibilisant davantage
les communautés que notre salut, si je peux ainsi dire, réside à notre cohésion sociale. Tant que nous sommes soudés, tant que nous nous reconnaissons tous frères et sœurs, nous pourrons aller ensemble, nous pourrons reconstruire réellement notre vivre ensemble. Ensemble, l'IFC Dori œuvre pour l'autonomisation des populations du Sahel, la cohésion sociale, le vivre ensemble malgré les différences, à travers plusieurs activités qu'elle organise chaque année. Combat contre la pandémie du Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé se veut réaliste et prudente quant à la victoire. La fin de la pandémie n'est pas pour 2021, prévient l'OMS, même si les vaccinations en cours dans de nombreux pays suscitent beaucoup d'espoir. L'Organisation mondiale de la santé juge irréaliste de penser vaincre la pandémie de Covid-19 en 2021, au cas où vous ne vous en doutiez pas. Mais l'OMS estime qu'il sera néanmoins possible de faire baisser les nombres d'hospitalisations et de décès d'ici la fin de l'année, même si aujourd'hui elle déplore encore l'augmentation des nouveaux cas de contamination. Nous avons connu de bonnes semaines au cours des 6 dernières semaines. Nous avons vu de bonnes nouvelles concernant le déploiement des vaccins et parallèlement, nous constatons cette semaine l'aplatissement de ces progrès et potentiellement l'accentuation de l'épidémie dans un certain nombre de pays. Malgré cela, au Royaume-Uni, l'humeur est à l'optimisme puisque le pays a enregistré le plus faible nombre de décès quotidiens et le plus faible nombre de nouveaux cas quotidiens depuis octobre. Le gouvernement a aussi annoncé de nouvelles données sur les performances des vaccins validés par Public Health England. Une seule injection du vaccin Oxford-AstraZeneca ou du vaccin Pfizer-BioNTech permet de lutter contre les infections graves chez les plus de 70 ans, avec une réduction de plus de 80% des hospitalisations. C'est une bonne nouvelle, en particulier pour le vaccin AstraZeneca qui souffre d'une mauvaise presse. Lorsque le vaccin a été approuvé par les autorités réglementaires de l'Union européenne, la France avait en effet imposé qu'il ne soit administré qu'aux personnes éligibles de moins de 65 ans, car les données des essais sur les groupes plus âgés étaient limitées. Mais le gouvernement français semble aujourd'hui avoir changé d'avis. Toutes les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, et qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, des fragilités, comme le diabète, l'hypertension, un antécédent de cancer, peuvent se faire vacciner avec AstraZeneca sans limite d'âge, donc les 50 ans et plus, incluant les 65-75 ans, chez leur médecin traitant, dans l'hôpital qui les suit lorsqu'ils ont une maladie chronique, et bientôt dans quelques jours en pharmacie. En attendant, le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson devrait être approuvé en Europe en ce début de mois. Une fois approuvé, il sera le 4e vaccin à recevoir l'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne après Pfizer, BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Les doses de vaccins contre le Covid-19 qui commencent à arriver sur le continent africain et le programme COVAX sont analysés par la presse nationale. Les quotidiens évoquent également l'élection du président de la CAF. La revue de presse de Vincent Kiedrebeogo. Réconciliation nationale, les blessés de l'insurrection populaire réclament justice d'abord. Titre de l'Observateur Palaga qui fait cas de la visite de leur association chez le ministre d'État Zéphirin Diabré. Au ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, les blessés d'octobre 2014 ont remis un mémorandum dans lequel ils posent leurs problèmes de santé. Certains d'entre eux continuent à porter les stigmates de l'insurrection, d'autres ne peuvent se séparer de leurs béquilles. Nous ne posons pas de conditions préalables à la réconciliation parce qu'en s'engageant, le président du Faso sait ce qu'il faut faire pour y parvenir. Président de cette association. Lancement du vaccin COVAX. En Afrique, l'adhésion des populations, un autre défi. Commentaire du journal Le Pays. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les premiers à administrer les premières doses de ce vaccin le 1er mars. Que le processus puisse s'accélérer pour atteindre d'autres pays. Mais le tout n'est pas de lancer une campagne de vaccination. Selon le journal, il faut mener rondement les opérations sur un continent où la méfiance des populations vis-à-vis de ce vaccin reste encore tenace. Il faut de la bonne communication pour rassurer ces populations, le plus souvent convaincues que ce sont les rebuts des autres qu'on envoie chez eux
suggère le journal. Aujourd'hui, au Faso consacre sa une aux enjeux de l'élection à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Le match est-il déjà plié en faveur de Motsepe? S'interroge le journal qui présente les 4 prétendants à ce poste. En plus du Sud-Africain Patrice Motsepe, il y a le Sénégalais Augustin Senghor, l'Ivoirien Jacques Anouma et le Mauritanien Amer Yahya. L'enjeu est de taille et se joue jusqu'au sommet des États. Les présidents Alassane Ouattara et Macky Sall ont activé leurs sources d'influence. Mais, selon les informations d'aujourd'hui au Faso, les dés seraient déjà jetés et c'est le Sud-Africain qui l'emporte a priori, adoubé par le puissant patron de la FIFA qui semble avoir une préférence pour le milliardaire, des postes de consolation étant réservés à ses 3 concurrents. Confidence de aujourd'hui au Faso. Mais le pays révèle que l'Ivoirien Jacques Anouma n'a pas accepté de désister pour être nommé conseiller spécial du futur président de la CAF. Et pourtant, ajoute le journal, le président de l'association de la presse sportive sénégalaise indiquait que la FIFA a fini par trouver un compromis entre les 4 candidats. On s'arrête là pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Draman Dadia vous retrouve demain. En attendant, nos confrères s'installent dans quelques instants pour l'actualité en langue nationale. À bientôt.